Nous avons sur ce plateau Madame Jeanne Souma. Bonjour Madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Bien en forme? Un peu. Un peu. Ouais. Ok, bienvenue sur KDFM. Merci. D'accord. Alors, nous allons partager cette rubrique en 3 parties. Nous Oui. avons le parcours de l'invité, Oui. où je vais un peu parler de vous, du moins que je peux, bien sûr. Oui. Et ensuite, le confessionnal, ce sont des questions un peu plus propres à vous. Ensuite, la phase finale. D'accord. On commence, vous écoutez. Oui. Biographie, parcours et réalisation. Madame Jeanne Souma est une figure engagée dans le domaine de l'éducation en Guinée. Elle occupe le poste de chargée de plaidoyer au sein de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Son travail se concentre sur la promotion de l'accès, équitable à l'éducation pour tous les enfants aussi en Guinée, en mettant l'accent sur l'inclusion et la justice sociale. Son engagement en faveur de l'éducation pour tous et son plaidoyer pour un accès équitable à l'éducation en Guinée font d'elle une figure inspirante. À travers son travail, elle contribue activement à la promotion de l'inclusion et au développement du secteur éducatif. En tant que chargée de plaidoyer, Madame Jeanne Souma joue un rôle clé dans la sensibilisation aux enjeux éducatifs et dans la mobilisation des parties prenantes pour améliorer le système éducatif guinéen. Elle est également impliquée dans les initiatives visant à renforcer la participation communautaire et à promouvoir les politiques éducatives inclusives. C'est bien vous? Oui. Tout à fait. Dieu merci. Alors, nous avons sur ce plateau Madame Jeanne Souma et merci beaucoup de nous honorer de votre présence ici ce matin. Merci. On va aller alors, pouvez-vous nous décrire votre rôle en tant que chargé de plaidoyer au sein de la coalition nationale guinéenne pour l'éducation? D'abord, je vais vous remercier Oui. pour m'avoir donné cette opportunité. Ah, le plaisir nous revient. De présenter le travail que la coalition guinéenne pour l'éducation pour tous fait en Guinée. Depuis 2004, elle a été mise en place. D'accord. Et elle englobe les ONG qui sont actives en éducation, en environnement, et aussi les ONG qui font l'alphabétisation, et aussi les personnes en situation de handicap, telles que le RAMGI, le réseau des malvoyants de Guinée. Et depuis qu'elle a été mise en place, au départ, c'est juste la semaine mondiale de l'action pour l'éducation, que c'est autour de cette semaine-là qu'elle faisait quelques activités qui étaient sur le plan mondial. Parce que ça, c'était commandité par la campagne mondiale de l'éducation. Jusqu'en 2018, quand elle a adhéré à ANCEFA, le réseau de toutes les ONG de coalition nationale de l'éducation de l'Afrique de l'Ouest francophone, lysophone et anglophone. Et donc, depuis son accession à cette institution, elle a eu quand même à postuler pour des projets qu'elle a pu obtenir et qui sont maintenant en phase de mise en œuvre. Et dans ces projets-là, nous avons fait beaucoup d'activités, surtout pour le suivi du programme décennal de l'éducation. Nous sommes déjà sur ça et aussi sur la formation surtout des membres. On s'est beaucoup accentué sur la formation des membres parce que il ne faut pas être dans une ONG pour l'être tout simplement. Il faut savoir ce que tu dois rendre à cette ONG. Donc, on a opté pour le renforcement des capacités des membres en communication, en développement organisationnel et aussi en plaidoyer. Surtout, c'est mon domaine. On le fait en plaidoyer, le suivi, évaluation et tout. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser assez de projets. Nous sommes au 4e projet. À date. Et comment s'est passé les premiers projets et quel était le but? Le premier projet, c'était le projet
de EOL, Okay. l'éducation à voix haute. Et c'était par rapport au suivi des activités qui étaient programmées par le programme décennal de l'éducation. Okay. Donc, c'était financé par la campagne mondiale de l'éducation en même temps que nous aussi, parce que le financement de ce projet-là, c'était la campagne mondiale de l'éducation. Donc, ce que le gouvernement fait, on nous demande, dans ce projet-là, on nous demande de suivre l'évolution de la mise en œuvre de ce que le gouvernement est en train de faire. Et jusque maintenant, là, c'est ce que nous faisons. Nous avons organisé des missions semestrielles à l'intérieur du pays et nous passons dans tous les services du primaire jusqu'au supérieur. À l'intérieur du pays, on voit ce qui est prescrit dans le programme décennal, ce qui est réalisé sur le terrain. Et le gap maintenant, dans nos rapports, nous signalons à l'administration, aux autorités nationales, pour dire voilà, ça c'est fait, mais nous pensons qu'il faut aussi faire ça. Super. Et le résultat cette année d'ailleurs a été vraiment probant parce qu'on a fait pendant 2 ans, nous faisons le plaidoyer pour l'enseignement technique. Les IRETS, les inspecteurs régionaux de l'enseignement technique n'étaient pas dans de bonnes conditions de travail. Ils n'avaient pas de véhicule pour faire les missions de suivi parce que eux, ils doivent faire un suivi rapproché. Et ils doivent couvrir les préfectures de la région tout. Et ils n'avaient pas les moyens de déplacement adéquats. Mais cette année, grâce à Dieu et grâce au plaidoyer, ils ont tous été dotés de 4x4. C'est une bonne nouvelle. Vraiment. Des 4x4 sortis d'usine. Et ça, ils nous ont, en tout cas, l'IRET de Cancan a été reconnaissant, il n'a pas manqué de le signaler. Il nous l'a dit et il est très content, il a remercié la coalition. Super. À travers le coordinateur qui est sur le terrain actuellement pour le 2e suivi. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à vous engager pour la cause de l'éducation en Guinée? Bon, depuis 98, j'ai travaillé. À l'époque, je suis laborantine de profession. Ouais, je suis laborantine. Mais j'ai accédé aux ONG grâce à un enseignant, le proviseur du collège, le principal du collège de Donka, M. Wareouri. Je ne sais pas où il se trouve à l'heure là, mais partout où il se trouve, s'il suit cette émission-là, il doit en tout cas recevoir tous mes remerciements parce que c'est grâce à lui que vraiment j'ai eu le goût d'adhérer à la société civile pour être à côté de l'éducation. Pour la première fois, il a convoqué les parents d'élèves de son école pour 16 heures. Mais puisque moi, je travaillais à Donka et de Donka au collège 2, c'était un pas. On a fini tout le service. Je dis, bon, au lieu d'aller jusqu'à la maison et revenir, je vais pas rester. Peut-être que je ne vais pas venir. Comme nous étions convoqués là, j'avais une nièce qui étudiait là-bas. Je l'ai même menacé. Je dis, si tu vois qu'on m'a convoqué, c'est parce que tu as dû faire quelque chose. Elle dit, non, tante. C'est tous les parents qu'on a. On a demandé à tout le monde de venir avec ses parents. Je dis, d'accord, je vais voir. Donc, à 14 heures déjà, moi, j'étais là-bas. Il était sous le manguier. Et il m'a demandé ce que je voulais. Je dis, bon, j'ai reçu la convocation que vous avez envoyée aux parents. J'ai ma nièce ici, donc je venais voir. Peut-être qu'elle a dû faire quelque chose de mal. Il me dit, non, madame. Il dit, c'est juste pour une rencontre, qu'on tisse les relations de correspondance. Parce que l'école, quand même, c'est pour les parents. C'est ça. Il dit, je veux connaître les parents des élèves, qu'on s'entraide pour leur éducation. Il m'a trouvé une chaise. Il dit, vous restez à côté de moi. Il était sur le manguier. Et durant tout ce temps, j'ai suivi ce qu'il faisait avec les élèves.
c'était la croix et la bannière. Il y a des élèves récalcitrants. Il était obligé de prendre quelquefois les fouets pour leur dire allez en classe. Donc, on est resté là jusqu'à 15h, 16h, il n'y avait personne. C'est à 17h30 que les gens ont commencé à venir. Et à 18h, on a commencé la réunion. Il a exposé le but de la rencontre, tout et tout. Et il a demandé, il dit, parce que j'ai vu l'affluence, le nombre de parents qui se trouvent ici, là, je ne vais pas vous lâcher aujourd'hui. Vous allez mettre en place un bureau de parents d'élèves qui va m'accompagner dans l'éducation de vos enfants. Donc, les gens qui étaient là-bas, ceux qui se connaissaient, se sont retrouvés, ils ont mis en place un bureau qui n'était composé que d'hommes. Lui, il était sorti. Quand ils ont fini de mettre le bureau en place, on est allé le chercher, il est venu, on lui a présenté le bureau. Il n'a vu aucune femme. Il a dit, ah, je suis très content aujourd'hui. Il dit, mais j'allais être plus content si j'avais vu des femmes dans ce bureau-là. Il dit, parce qu'à la maison, si on retire les femmes dans l'éducation de nos enfants, mais qui va rester? Le matin, nous sortons. Les enfants sont avec leur maman. Si elles n'ont pas leur mot à dire, où on va aller? C'est ça. Il dit, aujourd'hui, j'ai reçu pour la première fois une dame. J'ai donné la convocation pour 16h et à 14h, cette dame était à côté de moi. Il dit, je veux que vous la mettez dans ce bureau-là. Parce que elle connaît mes problèmes. Elle m'a vu évoluer avec ces enfants-là. Elle pourra nous aider. Il dit, c'est la femme qui est en rose au fond de la salle, là. Mettez-la dans ce bureau. Donc, c'est ainsi que j'ai intégré cette association-là. Donc, on a eu à faire des réunions et tout et tout. Bon, c'était la première fois que je participais à ces réunions-là. On a fait un plan d'action et tout et tout. Et moi aussi, là où je travaillais, puisque j'étais le laboratoire et la pharmacie étaient ensemble. Et chaque fois qu'il y avait des produits qui étaient proches de la péremption, on nous les donnait cadeau. Et quand on nous donnait, si le stock est important, j'envoyais une partie à la maison, l'autre partie, j'allais déposer à l'école pour les enseignants et les élèves. Donc, j'ai fait ça. Bon, ça a attiré leur attention. Et le président même qui était là-bas, c'est un monsieur, un commerçant. Bon, il n'est pas très bien lettré. Il s'exprime bien en français, mais il ne peut pas écrire. Donc, lui, il est allé m'approcher. Il dit, madame, il dit, vraiment, vous êtes active dans le bureau là. Il dit, moi, je suis très occupé. Et je ne peux pas écrire aussi. Vous savez lire et écrire. Donc, je voudrais, à l'élection pour le bureau national, je voudrais que vous soyez à ma place là-bas. C'est vous que je vais mettre là-bas parce que moi, pratiquement, je n'ai même pas le temps. Donc, en 1998, quand on a fait l'élection pour le premier bureau national des parents d'élèves à l'INRAP, c'est là-bas où j'ai été élu comme secrétaire chargé aux infrastructures et équipements. Et tout est parti de là. Depuis, j'ai été toujours dans le bureau, dans ce bureau-là, et c'est ce qui m'a amené à la coalition pour représenter la FEGIPAE, la Fédération guinéenne des parents d'élèves. Donc voilà. Et cette fédération, comment ça s'est passé? Ça existe toujours? La fédération existe, mais malheureusement, elle est, on peut dire qu'elle est en latence. Elle ne fonctionne presque pas. Parce que ça fait 17 ans qu'on n'a pas tenu d'assemblée. La première responsable refuse catégoriquement de tenir une assemblée générale pour faire le congrès et mettre les structures en place. Donc, partout aujourd'hui, les gens se plaignent des bureaux des APAE qui n'est plus fonctionnel. Pourtant, c'est la plus grande
organisation de la société civile. Parce que dans toutes les écoles, Oui. l'APAE est représentée. C'est ça. Dans toutes les écoles de Guinée. Oui. Même dans les hameaux. Mais malheureusement, le bureau national n'existe plus. C'est résumé aujourd'hui à 2 personnes qui se déambulent. C'est dommage. C'est dommage Oui. pour le pays. C'est dommage. Alors, en troisième question, quelles sont les priorités actuelles de votre coalition en matière de plaidoyer? En matière de plaidoyer, Oui. nous avons engagé, le premier plaidoyer, c'était par rapport à l'éducation préscolaire. On a demandé au département que l'éducation préscolaire qui était logée dans le portefeuille du ministère de l'Action sociale, qu'elle soit transférée au ministère de l'Éducation. Parce que c'est là-bas où on fait l'éducation des enfants. L'action sociale, c'est juste le social. Mais pour l'éducation, c'est le ministère, le MEPU, le MENA, le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Donc, on a réussi ce plaidoyer-là. Et aussi, on avait fait un plaidoyer à la primature par rapport au processus de décaissement des subventions au niveau de l'éducation, parce que ça, c'était quand même un goulot d'étranglement. Il y avait toujours retard dans les financements, les subventions qu'on donnait aux directions préfectorales, aux inspections régionales de l'éducation et tout. Donc, le plaidoyer là a été fait et on a allégé les procédures. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre aussi pour que l'école des sourds-muets et l'école des aveugles, toutes ces écoles-là soient transférées dans le portefeuille du MENA, du ministère de l'enseignement préuniversitaire, parce que ce ministère-là est plus adapté pour répondre aux conditions de ces handicapés-là. Surtout qu'aujourd'hui, nous militons pour l'éducation inclusive. Que tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur âge et leur handicap, qu'ils puissent bénéficier vraiment de l'éducation. Donc, nous sommes sur ça aujourd'hui. Super. Alors, quels sont aujourd'hui les plus grands défis auxquels vous faites face dans l'éducation des enfants? Les défis sont nombreux. Parce qu'avec la mondialisation, là, c'est compliqué. C'est difficile de canaliser les enfants. Les enfants, on a l'impression qu'ils n'ont même pas le goût des études aujourd'hui. Donc, les parents et les éducateurs, ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup à faire. Bon, mais grâce à Dieu, avec les différentes organisations, parce qu'il y a toujours des innovations au niveau de l'éducation. C'est le secteur qui se meut, ainsi que la santé. Les 2 secteurs-là, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'innovations. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces innovations-là, nous pouvons, en tout cas, le gouvernement peut canaliser ces enfants-là. Mais la tâche maintenant incombe aux parents aussi de suivre les pas du gouvernement. Sinon, les défis sont quand même nombreux. Et surtout, le grand défi que nous avons aujourd'hui, c'est la continuation des études pour les filles. Au début, c'est 50-50. On les inscrit au même nombre. Nombre de filles égal au nombre de garçons. Mais au fur et à mesure qu'ils vont dans le cursus scolaire, les filles, le nombre de filles régresse. C'est ce qui fait qu'à l'université, le taux qu'on retrouve au départ là, au primaire, on ne retrouve même pas le quart à l'université au niveau des filles. Donc, il y a ce défi aussi que le gouvernement et les ONG sont en train de relever petit à petit, grâce à beaucoup d'innovations,
avec le KIX 21, tout ça là. Et il y a l'éducation, oui, c'est par rapport à ça, le KIX 21. Super. Alors, on a justement vu le cas du jeune qui a pointé l'arme dans une école dont je vais taire le nom, qui est connu déjà, oui, sur 2 de ses amis. Et comment vous avez examiné ce dossier? Ouais, merci. Dès que la coalition a eu vent de ce problème-là, on a mis une commission en place qui a été chargée de suivre l'évolution. Ils se sont rendus à l'école Sainte-Marie. Oui. Et ils ont reçu toutes les informations, surtout pour la prise en charge de ces enfants-là qui étaient blessés et aussi du jeune qui a commis l'acte. Oui. Parce que nous faisons la protection de tous les enfants parce que ils ont tous droit à l'éducation. Nous voulons laisser personne derrière. Et ils sont allés jusqu'au niveau de la justice. Le problème est aujourd'hui au niveau de la justice. Mais puisque à l'école Sainte-Marie, tous les enfants sont assurés, donc les enfants là sont déjà, ceux qui sont victimes là, ne souffrent de rien. Et les parents aussi sont allés faire un counseling au niveau des parents, des 2 élèves qui ont été agressés. Donc, les parents, en tout cas, ils les ont bien reçus. Ils disent que eux, ils s'en remettent à la justice. Que parce que depuis que le problème est là, ils ont vu que tout le monde a pris au sérieux, tout le monde les a assistés. Donc, eux aussi, ils attendent le déclic de la justice. D'accord. Donc, nous suivons, cette commission-là continue à suivre jusqu'au niveau de la justice. Et comment, les 2 qui ont été touchés, comment ils sont, dans quel état aujourd'hui? Bon, pour le moment, on n'a pas pu extraire les balles, mais ils sont sous traitement puisque les balles étaient en profondeur pour que ces balles-là reviennent un peu pour ne pas qu'ils soient trop affectés par l'intervention. Les médecins ont trouvé nécessaire de leur faire des traitements d'abord jusqu'à ce que les balles remontent un peu. Donc, ils sont dans cet état. C'est ce qui nous a été rapporté par la commission qui a été commise pour suivre et le cas du jeune qui a tiré? Oui, lui, il est dans les mains de la justice pour le moment. D'accord. Et entre-temps, il suit les coups ou il a tout arrêté? Bon, par rapport à ça, je n'ai pas d'informations. Il faut que j'aille voir les intéressés. D'accord. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Ça marche. Et vous pensez que dans ce cadre-là, c'est la démission des parents dans l'éducation de leur enfant? Parce que, pas que ce cas, on observe dans beaucoup d'écoles aujourd'hui que les jeunes prennent même le couteau pour poignarder les enfants ou les amis ou un autre cas plus grave encore. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces faits-là? Tous ces faits-là, c'est le revers de la médaille de l'émancipation de la civilisation. C'est ça. Aujourd'hui, les enfants ont droit à tout sur la télévision, sur les téléphones, les réseaux sociaux, ils ont droit à tout. Et les parents n'ont pas le temps de les surveiller et de les interdire certaines fréquentations ou certains médias. C'est ça. Donc, ça pose problème. Aujourd'hui, nous, en tout cas, nous attirons l'attention de tous les parents. Il faut que les parents prennent en main. En tout cas, quand tu as décidé de faire les enfants, leur éducation aussi doit t'incomber. Et dès le bas âge, qu'on commence à quand même, à les mettre dans un certain cadre. Oui. S'ils évoluent dans le cadre là, moi je pense que tout ce qu'on est en train de voir là, comme défauts et autres, ça peut se faire, mais à un taux très réduit. Donc, en tout cas, moi, c'est ma réflexion par rapport à ça. D'accord.
Et on va revenir sur la coalition. Hein. Comment la coalition travaille-t-elle avec les autorités et les partenaires techniques et financiers pour améliorer la qualité et l'accès à l'éducation? Merci beaucoup. La coalition aujourd'hui est en étroite collaboration avec le système éducatif. Du préscolaire, du pré-universitaire jusqu'à l'université, nous travaillons ensemble. Et ils assistent à toutes les réunions de cabinet. La présidente et le coordinateur assistent à toutes les réunions de cabinet. Donc, ils sont informés sur tous les changements, tout et tout, au niveau de l'éducation. Et chaque fois, et aussi, on leur demande. Donc, ils donnent leur avis par rapport à certaines décisions qui sont prises au niveau du cabinet. Et aussi, après ces missions de suivi semestriel, aussi, la coalition représentée par le président, la présidente, Madame Camara, et le coordinateur, ils assistent à la réunion de suivi. Ils vont présenter le rapport de suivi de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et les GAP aussi, le gouvernement, il prend en charge. Les ministères prennent en charge tout ce qu'ils vont remonter. Donc là, il y a une très bonne collaboration. Aussi, avec les partenaires techniques et financiers, ils nous ont pris vraiment, ils nous prennent en compte. Et même le ministère de l'administration du territoire, nous avons été la première institution, une ONG, à être évaluée par le ministère de l'administration du territoire. Et je vous assure que ça s'est très bien passé. Ouais. Il n'y a pas une ONG aujourd'hui qui fonctionne normalement comme la coalition. Dieu merci. On est ravis de le savoir. Vraiment. Parce que ça touche tout le monde. Ouais. Quelles sont les régions où le groupe, ou votre groupe, bien sûr, hein? Donc, en matière, les régions les plus vulnérables. Quelles sont les régions les plus vulnérables en matière d'accès à l'éducation, que vous touchez et pourquoi? Quand on dit région, c'est trop vaste, mais nous, on a pris par préfecture. D'accord. Ce sont les zones minières là qui sont exposées aujourd'hui. D'accord. Et nous sommes en train de mettre en œuvre un projet pour... je ne vais pas tout dévoiler par rapport à ce projet-là, mais c'est les résultats de ce projet-là que nous allons diffuser. Et même dans le suivi semestriel là, ces préfectures-là sont en train d'être visitées par les missionnaires qui sont sur le terrain. D'accord. Donc ce sont ces zones-là qui sont visées. Parce que c'est là-bas où il y a la déscolarisation. Les enfants aujourd'hui, ils vont vers l'argent facile. Là où ils peuvent avoir des milliards en un mois, ils préfèrent s'engager là-bas que de faire les études sérieuses. Alors qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avenir avec Simandou 2040. Si les enfants acceptent quand même de bien se former, on n'aura pas besoin de main-d'œuvre ailleurs. Tout sera local. On ne fera que prendre la main-d'œuvre en Guinée. C'est ça. Donc c'est ça. Et pour ces zones vulnérables-là, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour eux? C'est là-bas où on va mettre en œuvre les différentes activités qu'on a prévues, que je ne vais pas vous dévoiler maintenant. Il n'y a pas de problème. Mais c'est là-bas où on va mettre tout ça là. D'accord. Pour essayer de canaliser, de sensibiliser d'abord les parents sur vraiment la nécessité de scolariser ces jeunes-là. Pour leur dire, attention, c'est pas l'or que vous êtes en train d'exploiter là va finir un jour. Mais si les enfants étudient, ils peuvent... Voilà, ça reste. Ils peuvent faire autre chose, à part l'exploitation de l'or ou bien du diamant. C'est ça. Donc,
les campagnes de plaidoyer que vous avez récemment menées sur le terrain et qui a eu un impact significatif. Oui. C'est ce que j'ai dit. Il y a la campagne par rapport au préscolaire, qui est maintenant dans le portefeuille du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Bon, les autres, nous sommes là-dessus. Et aussi le plaidoyer par rapport aux IRET, aux inspecteurs régionaux de l'enseignement technique qui ont reçu les véhicules là. Ça, déjà, ça fait vraiment plaisir. C'est un pari qui est gagné. Donc, voilà. Donc, quels sont selon vous les éléments clés pour réussir une action de plaidoyer efficace dans le contexte guinéen? D'abord, il faut que le sujet soit pertinent. D'accord. Le sujet dans lequel vous vous engagez, qu'il soit pertinent, qu'il intéresse presque tout le monde, que ça intéresse tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est l'affaire de tous. Donc, tout ce qu'on fait dans l'éducation doit intéresser tout le monde. C'est pourquoi toute action qu'on réalise au niveau de l'éducation, c'est la bienvenue. C'est une bonne œuvre. Parce qu'il y a tellement à faire et les enseignants, le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les parents aussi s'y mettent. Il faut que les opérateurs économiques aussi viennent, les miniers, tout le monde. Il faut que tout le monde se donne la main pour qu'on donne la force en l'éducation. Parce que la clé du développement, c'est au niveau de l'éducation. C'est ça. Il y a en tout cas un grand homme qui a dit que quand vous voulez détruire un pays, vous n'avez pas besoin de prendre les armes. Mais saboter le système éducatif, c'est tout. Parce que vous n'aurez que des analphabètes. Dans 10 ans, vous n'aurez que des analphabètes et ils ne pourront rien faire. C'est pour cela nous luttons partout où nous sommes. Nous luttons pour que l'éducation soit universelle, qu'en Guinée, tout le monde ait accès à cette éducation et de qualité aussi. Donc, en parlant de se donner la main, comment vous impliquez les jeunes dans les communautés locales, dans vos actions de plaidoyer? Bon, nous, au niveau de la coalition, on a assez de stagiaires, les jeunes qui finissent les études. En tout cas, nous donnons l'information le plus souvent. Mais puisqu'il y en a qui sont intéressés seulement par l'argent, sinon, nous, on les forme. Quand ils viennent au niveau de la coalition, on les reçoit, on les teste et on les forme sur le développement communautaire, sur la communication, tout et tout. Tout ce sur le plaidoyer, ils font des stages là-bas. Et le plus souvent, à la fin de leur stage, ils trouvent l'emploi. Ils trouvent aisément l'emploi. Tous ceux qui sont passés à la coalition là-bas. C'est bien. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler, tout le monde n'est pas obligé de travailler à la fonction publique. On peut travailler pour soi. Oui, c'est ça. On peut créer sa propre entreprise. Mais il suffit seulement de s'y mettre et de connaître, comprendre aussi, essayer de comprendre. Et aussi se donner la main. Si les jeunes se donnent la main, ceux qui ont fait les mêmes études par exemple, s'ils se donnent la main, ils peuvent même former un cabinet, ouvrir un cabinet pour former d'autres. Pour former d'autres. C'est ça. Tout ça là, c'est une plus-value pour l'éducation et le développement du pays aussi. Et quelles ont été pour vous votre plus grande fierté en tant que militante pour l'éducation? Ma plus grande fierté, c'est quand j'ai été à Lomé, parce que la coalition, en fait, depuis 11 ans, avait postulé pour être au sein de l'ANCEFA, le groupe, l'institution qui regroupe toutes les coalitions nationales de l'Afrique anglophone, francophone et lusophone. Alors, il y a eu, en 2018, j'ai été délégué pour aller représenter pour une fois encore avec la lettre. Non, la lettre pour qu'on accepte notre admission au sein de cette institution. Et malheureusement,
l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens et j'ai dû faire le trajet par route. Ok. Et quand je suis rentré, quand j'ai expliqué mon parcours aux gens que j'ai trouvés, aux collègues que j'ai trouvés là-bas de la sous-région, ils étaient vraiment épatés. Ils ont dit, la Guinée, cette fois-ci, il faut que la Guinée soit incluse dans notre association. Et c'est grâce à ça qu'on a pu bénéficier du financement de la campagne mondiale de l'éducation et d'autres encore. Donc, cette fierté-là, je l'ai. Ça, je peux me réjouir de ça. Rien qu'en pensant à ça, je me réjouis. Et vous dites que vous vous battez pour la bonne cause. Pour la bonne cause, ouais. Et l'une de vos difficultés, l'une de vos plus grandes difficultés, quand vous pensez à ça, vous vous dites, c'était dur, mais j'y suis arrivé. Oui, oui. Et c'était quoi cette difficulté-là? Ça vous est arrivé une fois? Bon, l'autre chagrin que j'ai, c'est par rapport à la Fédération guinéenne des parents d'élèves. D'accord. Parce que moi, j'ai assisté à la mise en place de cette structure. Je vous dis, c'est une des plus grandes structures associatives en Guinée ici. Voir cette structure-là aujourd'hui à terre, c'est vraiment, ça m'afflige. Je suis vraiment au regret. Je n'aurais pas voulu quand même ça. J'aurais voulu qu'elle brille à l'instar des autres associations de parents d'élèves d'autres pays. Je vous assure, quand on a été au 5e congrès de la Fédération africaine des parents d'élèves au Congo-Brazzaville, ce que nous avons vu là-bas, vraiment, on était fiers d'être des parents d'élèves. Parce que le président actuel, et le président à l'heure où nous sommes allés là-bas, il est décédé, paix à son âme, ce matin, et toi, il avait tout le respect de ce pays-là. Et je vous dis, l'Assemblée là était sous la présidence du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui a délégué sa femme et le ministre, parce que lui, il était empêché, il était en route pour Paris. Il a délégué sa femme et le ministre de l'Éducation nationale pour le remplacer. Et ça a été un événement. C'était extraordinaire. Incroyable. Extraordinaire. Ouais. Ça, c'est des souvenirs que je ne vais jamais oublier. Et en parlant de la coalition d'ici, est-ce qu'on peut mettre en place une autre coalition? Ou il faut que la première déjà soit complètement fermée pour qu'on en crée une? Non, elle est ouverte à tout le monde parce que nous, c'est les ONG qui sont actives en éducation. Toutes les ONG qui veulent travailler pour le développement de l'éducation sont les bienvenues. Ce n'est pas du tout fermé. C'est pas... non, je parle de celle des parents d'élèves. Les parents. Oui. Mais le bureau, non, les parents d'élèves, la FEGIPA est membre de la coalition. Mais elle doit aussi vivre. C'est ça. Parce qu'il y a du travail à l'école. Oui. Elle doit jouer son rôle à l'école. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défaillances, c'est parce que les parents d'élèves ne s'y mettent pas. C'est ça. Sinon, l'école, c'est pour eux. C'est pour les parents d'élèves. Il doit être tous les jours, un représentant des parents d'élèves doit être dans toutes les écoles, dans chaque école. S'enquérir de l'état des enseignants d'abord, parce que sans enseignants, il n'y a pas d'école. Non, et de leur formation. Voilà, même quand vous envoyez les enfants à l'école, s'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de cours, Donc, s'enquérir d'abord de la présence de ces enseignants-là et de leurs conditions de travail et aussi de la ponctualité des élèves. Ça, c'est le rôle régalien de la FEGIPAE. C'est ça. Donc, la coalition n'a rien à voir ça. Elle doit vraiment vivre. L'APAE doit vivre. Partout où nous sommes, il faut que l'APAE soit fonctionnelle. Et cette FEGIPAE-là, aujourd'hui, elle ne peut pas être représentée par d'autres personnes parce qu'aujourd'hui, on voit que ça dort. Oui, non, il y a une représentante qui est là, mais elle ne peut rien.
Il y a deux membres dans un bureau. Ah, ils peuvent rien faire. Et on peut plus mettre les actions sur place pour faire renaître. Parce Si, il suffit seulement de convoquer. D'accord. Il suffit seulement de convoquer l'Assemblée et un congrès. Il suffit de faire un congrès et nommer des gens qui peuvent prendre la chose à main. Et est-ce que la coalition a la possibilité réellement de pousser la FEGIPAE dans l'organisation de ce congrès? Bon, la coalition peut les accompagner. D'accord. La coalition peut quand même accompagner parce que la FEGIPAE est membre de la coalition. Dans la mesure du possible, la coalition peut accompagner. Mais il faut que la décision vienne de la FEGIPAE même. Oui, c'est pas faux. Il faut que ça vienne de la FEGIPAE même. Voilà. Nous avons donc sur ce plateau Madame Jeanne Souma qui nous a fait le plaisir de partager cette émission avec nous. Nous allons aller avec la deuxième phase de cette rubrique, le grand entretien, qui est le confessionnal, tout à l'heure après le générique. Nous voici de retour sur ce plateau. Nous sommes dans la deuxième manche de cette rubrique qui est le confessionnal. Madame Jeanne Souma, le confessionnal, ce sont des questions un peu plus propres à vous. Oui. Je vais commencer par vous demander qui est Madame Jeanne Souma derrière, à la maison et pas près de son bureau. Qui est Madame Jeanne Souma? Merci beaucoup. Je suis une laborantine à la retraite. J'ai 5 enfants qui, les 4 sont mariés. Il y a le Benjamin seulement qui n'est pas marié. J'ai perdu mon mari, donc je suis avec les enfants. Nous logeons à Sangoya. D'accord. Mais depuis ma retraite, je me suis engagé avec la coalition. Au lieu de rester à la maison, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour mon pays, puisque j'ai commencé à le faire il y a un peu longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je m'active. J'ai assuré la formation des APAE dans la région de Kindia, Bouké et à Conakry ici. On a eu un projet avec l'UNICEF quand j'étais dans le bureau. Je suis dans le bureau national de la FEGIPAE, mais pas membre actif maintenant puisque le bureau est en latence. Donc, j'ai dit qu'il faut que je continue à œuvrer pour cette éducation-là. Parce que moi-même, quand je pense, mes parents étaient des analphabètes, mais ils m'ont mis à l'école et j'ai pu avoir un métier. J'ai travaillé. Et ça vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et comment vous faites dans l'éducation de vos enfants? Comment vous vous êtes ménagé? Bon, moi je suis chrétienne, mon mari était musulman, paix à son âme. Mais mes enfants ont presque l'éducation chrétienne. Ça, je les ai inculqués ça. Mais ils pratiquent la religion de leur papa. Mais avec une éducation chrétienne, ils sont pas désinvoltes. Désorientés. Ils sont un peu cadrés. Ils sont un peu cadrés. Je n'ai pas de soucis avec mes enfants dans le cadre de l'éducation. Et comment vous avez géré votre ménage, votre travail, ce jumelage-là, comment vous avez pu tenir? Parce que bien avant le décès de votre mari, vous appartenez quand même à cette structure. Et comment vous avez fait? Bon, je n'avais pas de problème. J'ai toujours quelqu'un à la maison pour gérer. D'accord. Et moi, je m'occupe du reste là. Puisque je travaillais et chaque fois, j'avais des nounous qui étaient avec moi. Il y a les parents aussi m'envoyaient leurs enfants en éducation. J'ai éduqué beaucoup, presque une vingtaine d'enfants que j'ai mis à l'école, tout et tout.
et qui m'aidait aussi dans les tâches. Tout le monde faisait un peu pour la maison. C'est bien. Donc, c'est comme ça qu'on dirait. Aujourd'hui, Madame Jeanne Souma, c'est quoi votre plus grande peur? Ah, peur. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien. Puis, à 75 ans, qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu maintenant? C'est de partir en paix. C'est pas le moment, nous on a besoin de vous encore. C'est pas le moment. Ah, mais quand ça arrive. Oui, quand ça arrive, c'est arrivé. C'est arrivé. Voilà, on a besoin de vous. Donc, aujourd'hui, on n'a pas peur de quelque chose. Nous prions seulement que Dieu nous accompagne, qu'il nous donne une bonne fin. Oui. Qu'il assiste les enfants à continuer à nous entretenir. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Et surtout une santé de fer. Voilà, la santé. La santé. Donc, Madame Jeanne Souma, parlez-nous de 3 de vos qualités et 2 de vos défauts. Ah, mes qualités. Oui. Bon, c'est les gens qui peuvent le dire normalement. Mais la première qualité que j'ai héritée de mon père, c'est que je suis quelqu'un qui rassemble. Qui rassemble. Parce que mon père, il m'a dit un jour, il dit, Jeanne, si tu as mangé, tu t'es rassasié et que ton frère a faim, tu n'es pas rassasié. Oui. Donc, j'aime assister les gens, les parents. Ça, chez moi, c'est rempli jusqu'aujourd'hui. Si vous allez chez moi, c'est la Chine populaire. C'est la Chine populaire. Et aussi, j'aime le travail. Mais le travail bien fait. Quand je m'accroche à quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Et aussi, j'aime les enfants, naturellement. C'est ça. Maintenant, le défaut, ça, bon, peut-être que les gens peuvent le dire, mais... Ça fait réfléchir. Ouais. Surtout en passant c'est les gens qui peuvent apprécier ça. C'est ça. C'est les gens qui peuvent le dire. Mais je ne m'énerve pas. Je suis très conciliante. Je suis très conciliante. Et vous êtes empathique, vous comprenez les gens. Oui. C'est ça. Oui. Parce que c'est l'une des qualités aussi d'une personne qui rassemble. Oui. Très empathique. Et je pardonne. Même quand on m'offense, je sais pardonner. Oui. Ça, j'ai cette force-là. Donc, dites-moi, quelle est la personne ou les personnes qui vous inspirent, qui vous ont inspiré, qui continuent à vous inspirer? Oui. Bon, les personnes qui m'ont inspiré, ce sont les femmes qui ont réussi dans leur vie, là. Je dis, mais chaque fois que je vois, à commencer par Jeanne, mon homonyme, Martin Cissé. Jeanne Martin Cissé, je l'admirais quand j'étais à l'école. Elle était déjà ambassadrice. Je dis, mais tiens, moi aussi je peux être comme elle. Si j'étudie, je peux devenir comme elle. Donc ça m'est resté à l'idée. Elle m'a beaucoup inspiré, cette dame-là. Jeanne Martin Cissé. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré? Oui. Konkwe. Konkwe Trebeli. Mais sans glace. Sans glace. Le konkwe, on vient seulement, c'est déjà fumé. Sans glace, on là. Cuit. Ça, j'aime ça. Et Super. le poisson aussi, c'est surtout le poisson frais que j'aime. Très bien. Donc, toutes les personnes qui veulent faire plaisir à Madame Jeanne Souma, il faut faire du konkwe Trebeli. Ou bien du poisson frais. Du poisson frais. Du bon poisson. Oui, très bon poisson. Pas de bon. Donc, quel est votre talent caché du public? Talent caché? Oui. Est-ce que j'en ai? Si, peut-être un petit travail manuel que vous savez faire, que les gens ne savent pas forcément. Peut-être tricoter, coudre les habits. Y a tout oui, ça. quand je faisais les enfants, j'avais une machine, je couds.
Ah, voilà. Je faisais la couture. Je faisais la couture, effectivement. Oui. J'avais une machine et je réparais les tenues de mes enfants. Mine de rien. Parce que les week-ends, les tenues des enfants, c'est toujours trouillé. On ne sait pas pourquoi et comment. Voilà. Oui. Je les mettais dans l'ordre. Ça, quand même. Oui. Et aujourd'hui, avec une somme de 500 millions, que feriez-vous? Avec une somme de 500 millions? Oui. Ah, peut-être que je vais ouvrir une petite boutique chez moi, puisque j'ai un kiosque déjà. D'accord. Je peux agrandir votre petit commerce. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous vendez dans votre kiosque? Les petites choses, l'alimentation. L'alimentation, le petit déjeuner, les boîtes de conserve. Voilà. D'accord. Et ça marche bien? Petit à petit, de temps en temps, ça marche. C'est bien. Alors, on a fini avec les questions de ce confessionnal. Est-ce que vous avez été sincère avec tous nos téléspectateurs? Ah, je pense. Vous pensez? Ouais. Donc, moi, je conclus que Madame Jeanne Souma a été sincère avec nous dans ce confessionnal. Ouais. Cap sur la 3e phase de ce grand entretien qui est la phase finale, tout à l'heure après le générique. Nous voilà donc dans la 3e manche de cette rubrique, le grand entretien. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux décideurs politiques guinéens ou aux partenaires au développement sur la question de l'éducation? Oui. Merci, Mademoiselle Touré. Ah, bon, moi, c'est la seule chose que je voudrais demander aux autorités éducatives, c'est de travailler pour que la corruption ne gangrène pas l'éducation. C'est ça. D'extraire la corruption de l'éducation. C'est la seule chose dont j'ai peur aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la manière dont les choses évoluent, vous allez voir que c'est la corruption. Avec la corruption, ça peut mettre tout en l'air. Sinon, avec la numérisation et tout, tout est informatisé. Donc, on peut vraiment avoir confiance. Mais s'il y a des individus qui sont mal intentionnés, ils peuvent sortir en dehors de ça et créer autre chose. C'est ça. C'est ce que je crains. Une citation de Nelson Mandela qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Que pensez-vous? Ça, il a bien dit. Oui. Il a bien dit parce que c'est les peuples qui ont mis l'éducation en avant aujourd'hui qui sont les plus développés. Ouais. Qui sont les plus développés. Ça va de soi. Si l'Afrique aujourd'hui est en dernier plan dans le développement, c'est parce que nos parents n'ont pas su dès le départ donner la force à l'éducation. Ils ont misé sur le commerce, sur l'agriculture. C'est ça. Juste. Et ils ont négligé l'éducation et aussi la santé, puisque les deux vont presque de pair. Et avant, il n'y avait pas cette ouverture d'esprit aussi pour dire que ce moment allait arriver. Tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Donc, une dernière question dans la rubrique Le Grand Entretien. Si vous aviez un vœu pour l'éducation en Guinée d'ici 2030, ça sera lequel? Le vœu, c'est de voir que dans toutes les écoles de Guinée, tous les enfants qui sont en âge d'aller à l'école soient scolarisés, même dans les hameaux les plus reculés du pays, que tous ces enfants-là aient accès à l'éducation. Parce que quand vous marchez là, une fois, je voyageais pour aller à Bouquet. Mais le constat que j'ai fait sur la route, jusqu'à 9h, j'ai vu des enfants qui allaient encore à l'école. Justement. Et ils marchaient sous le soleil.
Donc, l'école était à plus de 7 kilomètres de ces enfants-là. Il fallait qu'ils marchent. Et au 21e siècle, quand même, ouais. L'école doit être plus rapprochée, qu'il y ait plus d'écoles de proximité pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à l'éducation, surtout les filles. Surtout les filles. J'insiste sur ça. Parce qu'une fille éduquée, pour moi, vaut mieux qu'un garçon éduqué. C'est ça. Parce que la fille, non seulement elle va encadrer son foyer, mais elle encadre aussi sa famille. C'est ça. Elle pense toujours à sa famille. Ma fille, moi j'ai une fille qui est à l'extérieur. Mais tous les jours que Dieu fait, il faut qu'elle appelle ma belle-fille pour lui dire, ta maman là, en sorte est-ce que tu veux, même sur son habillement, comme elle t'habille. Donc, elle s'inquiète pour moi, tout et tout. Pour ma santé. Je le disais tantôt, une dernière question, mais une avant-dernière question. Alors, la dernière question, je vais pas trop vous embêter. Ouais. Quel est le conseil que vous allez donner aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui sont sur la voie d'abandonner les voies de l'école? Non, ça, c'est vraiment inquiétant. Sur la déperdition des jeunes filles là. Parce que tu ne vois pas chez elles l'amour de l'éducation, l'amour de l'école. Elles n'ont pas. Elles sont surexcitées. Donc ça, c'est un grand défi qui se pose à nous, les parents. Nous devons vraiment chercher à canaliser ces filles-là. Mais avec tous les moyens possibles, qu'on leur donne des conseils, que les parents aussi cherchent vraiment à surveiller les filles, savoir quand est-ce qu'elles sortent de la maison et quand elles rentrent. Et même les camarades qu'elles fréquentent. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours lutté pour ça avec mes enfants. Parce que je contrôlais même les amis avec lesquels ils sortaient. Parce que la fréquentation, ça joue beaucoup sur les enfants. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tout le monde, surtout les parents, doivent vraiment prendre à deux mains. Vous l'aurez compris donc, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, Madame Jeanne Souma pointe l'accent sur l'éducation et surtout l'éducation des filles. Nous avons donc clôturé cette rubrique, le grand entretien. On avait comme invité aujourd'hui Madame Jeanne Souma de la coalition